Allez, dans votre chronique aujourd'hui, on vous parle de ces drones, loin du bruit des armes, des IA qui se glissent là où l'humain ne peut plus aller et qui, parfois, sauvent des vies. Une révolution silencieuse est en marche en dehors des champs de bataille et dans le secret des labos. Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Vous Bonjour menez Nabia. l'enquête. On va évoquer d'abord certaines urgences médicales qui peuvent livrer directement chez nous et sans le bruit assourdissant d'un hélicoptère. C'est en ça que le rôle de ces drones peut être Oui, primordial. c'est ça. On avait déjà parlé ensemble, Nabia, d'une initiative californienne qui avait notamment été testée au Rwanda, qui s'appelle Zipline. C'était absolument génial pour amener des poches de sang dans des zones extrêmement reculées. Et Zipline, en réalité, poursuit son offensive civile, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, cette flotte parcourt plus d'1 million de kilomètres par mois. Et vous avez un drone, on va déposer, comme on le voit à l'écran, ce que l'on veut envoyer parfois à l'autre bout d'un pays ou à quelques dizaines de kilomètres. Et vous avez un droïde qui va s'installer dans un drone principal. Il va effectuer la majeure partie de son transport à 90 mètres d'altitude. Ça le rend inaudible depuis le sol. Et puis ce petit droïde qui va être guidé grâce à un petit fil et qui va descendre la charge en douceur. C'est de plus en plus utilisé par le grand public. C'est assez intéressant. Et l'autre initiative, cette fois-ci totalement africaine, qui nous vient du Nigeria, on la doit à un fabricant qui s'appelle Aron. Et Aron va s'appuyer sur des stations de base totalement autonomes, alimentées par l'énergie solaire. Le fondateur, Emmanuel Ezenwere, il a fabriqué ses tout premiers prototypes de drones dont on voit ici un exemplaire depuis sa chambre d'étudiant avec des bouts de ficelle. C'est ça que je trouve très intéressant avec ces initiatives qui, lorsqu'ils sont utilisés pour des usages civils, peuvent réaliser de véritables prouesses. Il y a ce côté un petit peu débrouillardise et je voulais saluer une petite initiative que l'on doit au français Sculteo. C'est le prototype que je voulais vous montrer, Nabia. C'est un prototype très léger. Vous allez me le confier, vous voilà. êtes sûr? Ouais, je vous le confie. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est donc ça a été Ça, c'est léger. imprimé en 3D grâce à des polymères un petit peu comme dans l'aéronautique. Ce qui est très intéressant en réalité, c'est que on va pouvoir avoir des formes complexes, uniques, mais très légères. Donc ça va permettre beaucoup de choses. Et on voit la débrouillardise, notamment de plus en plus de personnes qui ont des imprimantes 3D chez eux, qui peuvent se mettre aussi à fabriquer des drones. Et puis ces drones peuvent aussi littéralement réparer la nature, notamment après des catastrophes climatiques comme les méga-feux qu'on a vécu d'ailleurs ici en Oui, France. une initiative heureuse, intéressante, canadienne, que l'on doit à une entreprise qui s'appelle Flash Forest. En réalité, un drone est capable de survoler des forêts calcinées, de propulser de manière automatique des capsules de graines directement dans les cendres. Un seul pilote peut contrôler un essaim de ces drones qui peut planter jusqu'à 100 000 arbres par jour. C'est 10 fois plus vite que ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça rappelle un tout petit peu la technologie des pistolets de paintball, c'est-à-dire que les ingénieurs ont remplacé les billes de peinture par des arbres avec un objectif assez fou, replanter 1 milliard d'arbres d'ici 2028. Il y a une autre initiative que l'on doit à deux Français qui s'appellent Morpho. Ce sont des Français, des inventeurs un peu fous, mais surtout passionnés de nature, qui habitaient en Guyane et qui ont inventé là aussi une capsule de survie, c'est-à-dire une graine enrobée d'une poudre qui contient des nutriments et des champignons microscopiques pour résister aux sécheresses extrêmes. Et l'idée là aussi, c'est de bombarder, j'ai envie de dire, dans les zones qui le méritent, et permettre une reforestation beaucoup plus rapide. Ils ont beaucoup de projets, notamment au Brésil. Est-ce qu'on a déjà une idée du coût? Il est sans doute pas accessible à tous, parce que pour l'instant c'est secret. Non, le coût, il est relativement peu élevé, j'ai envie de dire, par rapport aux bénéfices que ça peut apporter. Ce qu'il faut, c'est le soutien des États et des populations locales. Il faut que ça soit considéré comme une priorité. Mais cette initiative française de Morpho, je trouve, elle est absolument géniale. Et avant d'aller plus loin donc, dans cette course à la puissance, vous vouliez partager avec nous un coup de cœur. Oui, dans un tout premier temps, je voulais vous montrer ce qui a été réalisé par des chercheurs suisses, c'est-à-dire qu'ils ont permis à des intelligences artificielles de permettre à des drones de manière totalement autonome de battre les champions du monde humain de course de drone. Là, on voit les champions du monde humain à l'écran. Ils sont très beaux joueurs parce qu'ils se sont fait littéralement dépasser par une intelligence artificielle. Et on voit de plus en plus de... Voilà, c'était les courses. Donc on voit ce qui est dirigé par un humain, ce qui est dirigé par une IA. Et on voit
voit que l'IA est plus rapide et on voit beaucoup de ce genre de course de vitesse, notamment chez l'américain Skydio. Mais l'initiative que je trouve la plus intéressante, puisque là on s'intéresse aux drones qui peuvent rendre des services, qui peuvent faire du bien, eh bien c'est l'invention, j'ai découvert ça, d'un drone comestible. On le doit à certains chercheurs de l'université suisse de l'EPFL. Et vous en avez un exemple ici, Nabia, ça peut être très surprenant, mais ici les ailes de drone, elles sont fabriquées en réalité à partir de grains de riz, et ça peut servir d'approche de sauvetage d'urgence en milieu isolé, comme dans la haute montagne ou la mer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce drone, il contient le repas de survie de 300 kilocalories. C'est l'équivalent d'un petit déjeuner. Moi, j'ai réussi j'en ai entendu parler grâce à ce livre absolument génial, The New Dreadline, qu'on doit à Jean-Martin Bauer, qui a eu un rôle très important au programme alimentaire mondial, notamment à Haïti. Et là, on voit que les drones, cette ingéniosité humaine, elle peut servir dans des situations d'urgence intéressantes. Il y a des programmes britanniques également très intéressants à suivre. Et justement, on sait ce qu'on peut faire aussi pour atteindre des zones isolées, complètement isolées. Oui, alors on a plusieurs initiatives, des initiatives chinoises, notamment avec Flycart, c'est-à-dire un drone ils sont de plus en plus puissants, qui va être capable de supporter une charge de 30 kg, de voler jusqu'à 6000 mètres d'altitude, même par 20 degrés. Alors on pourrait se dire à quoi bon, mais ce qui est assez intéressant, c'est que en 2024, ce drone dont on voit des images, il a été déployé sur des pentes meurtrières du mont Everest, et des Sherpas l'ont utilisé pour descendre des bouteilles d'oxygène vides, nettoyer le camp, remplaçant une corvée humaine extrêmement périlleuse. Ça a été jusqu'à faciliter, sauver des vies, et il y a beaucoup d'autres projets intéressants à suivre. Il y a un projet un peu plus surprenant, je ne sais pas si on aura le temps de voir les images, qui s'appelle Cloudline. Il vient d'Afrique du Sud, et c'est un drone dirigeable autonome gonflé à l'hélium qui est absolument gigantesque, mais qui peut lui aussi, voilà, on le voit tout de suite, apporter des cargaisons très précieuses sans être dérangé. Je trouve ça peut être très utile. Et est-ce qu'il est possible en quelques secondes de diriger un drone sans lumière, sans coordonnées GPS, sans rien? Oui, alors il y a des drones parfois qui ont des formes très bizarres, très surprenantes. C'est le cas par exemple de Flyability, qui va être très utile pour aller dans des centrales nucléaires, dans des égouts. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans une cage sphérique rotative, et s'il percute un mur, il ne va pas s'écraser, il va rouler dessus. Il embarque un laser, un lidar, pour dresser sa propre carte 3D en temps réel. L'idée là aussi, c'est d'aller dans des zones dangereuses. Vous savez que l'histoire des drones, elle remonte, j'ai regardé un tout petit peu, depuis la Première Guerre mondiale, les premiers essais en 1914 et en 1917. Aujourd'hui, on voit une généralisation, on en parle énormément dans les conflits. Et puis, il y a ces drones civils qui se généralisent depuis les années 90. On voit aussi un dernier projet français qui s'appelle Anafi UKR, que l'on doit au français Parrot, qui va aider dans des zones dangereuses des populations isolées à avoir des informations absolument essentielles. Et je pense que c'était intéressant de signaler tout ça à Nabia. Vous nous direz pendant une prochaine chronique s'il est possible de les envoyer sur d'autres planètes. Allez, défi relevé, on se quitte là-dessus.